Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce numéro qui renoue avec la tradition de nos thématiques de fin d'année et à l'occasion duquel nous allons recevoir Elisabeth Inandiak qui publie Indonésie, le chant de l'archipel aux éditions Nevikata. Merci de vos contributions à notre campagne de financement. Elles s'accumulent et forment progressivement une pelote. Ce sont les derniers jours pendant lesquels vous pouvez profiter de la défiscalisation à hauteur de 66% du montant de vos dons. Ne vous en privez pas. Nous allons nous intéresser à l'Indonésie, donc avec Elisabeth Inandiak, mais aussi avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit. L'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé au monde. 266 millions d'habitants vivent sur un archipel de plus de 16 000 îles, dont 8 000 habitées, étirée sur environ 4 800 km et elle occupe un espace stratégique crucial dans la zone Asie-Pacifique entre océan Indien, mer de Chine du Sud et Australie. Plus grande nation musulmane du monde, elle est aussi le seul membre du groupe des pays du G20 en Asie du Sud-Est, dont elle est la première économie. Selon certaines projections, l'Indonésie pourrait devenir d'ici à 2045 la 4e puissance économique de la planète. Son produit intérieur brut par tête est 2 fois supérieur à celui de l'Inde. Réélu en avril 2019, Joko Widodo dirige un pays multiethnique et pluriconfessionnel composé de 86% de musulmans, 10% de chrétiens, 2% d'hindous, 1% de bouddhistes et 1% de confucéens. Au cours des 20 ans qui ont suivi la chute du dictateur Suharto au pouvoir entre 1967 et 1998, et après les premières années de la période de ce qu'on appelle en Indonésie la réformatie démocratique, le processus de réislamisation n'a cessé de s'affirmer dans des couches sociales toujours plus nombreuses. Dans la partie occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée, qui fait partie intégrante de l'Indonésie depuis 1969, où les velléités indépendantistes n'ont pas cessé. Les 2 provinces de la Papouasie indonésienne sont très riches en cuivre, en or et en bois précieux, des ressources qui ne profitent cependant pas à ses habitants, qui sont les plus pauvres de l'archipel indonésien. L'Indonésie est pénalisée par l'absence de tourisme étranger depuis l'apparition de la Covid-19. Le tourisme pesait près de 6% du PIB avant l'épidémie. Des millions de visiteurs étrangers débarquaient chaque année pour goûter au charme des plages de Bali ou pour visiter les temples hindous et admirer les rizières en terrasse. Or, l'Indonésie est la nation d'Asie du Sud-Est la plus touchée par le coronavirus. Si elle recense officiellement 14 000 décès et enregistre 340 000 cas, les scientifiques estiment que ces statistiques sont très sous-estimées au vu du nombre limité de tests effectués. Au 3e trimestre 2020, le produit intérieur brut de la première économie d'Asie du Sud-Est a chuté de 3,5% sur un an. L'Indonésie a connu sa dernière récession en 1999 à la suite de la crise financière asiatique. En octobre dernier, de violents affrontements ont éclaté dans le pays à la suite du vote d'une nouvelle loi sur le travail qui réduit les droits des salariés et qui menace l'environnement. Riche en bois, minerais de toutes sortes, l'Indonésie exploite ses ressources de façon extensive, sans souci de préserver la nature. Or, pris en étau dans la ceinture de feu du Pacifique, l'archipel indonésien vit de plus constamment sous la menace de catastrophes naturelles, tsunamis, incendies de forêt, tremblements de terre, éruptions de l'un ou l'autre des 127 volcans actifs. Elisabeth Inandiak, je l'ai dit, vous venez de publier Le chant de l'archipel, Indonésie, aux éditions Nevikata. Vous êtes journaliste, vous vivez en Indonésie, vous y serez d'ailleurs au lendemain de cet enregistrement. Et ma première question sera, qui était Gus Dur? Alors, bonsoir ou bonjour. Gousdour était de son nom Abdurrahmad Wahid. Gousdour, c'est son petit nom affectueux parce qu'il était la conscience des Indonésiens. Il est mort, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Et il a été le premier président élu démocratiquement
en Indonésie en 1999 ou 2001, après la chute de la dictature de Suharto. Mais il était surtout donc un grand sage musulman de tradition soufie, et il était le petit-fils du fondateur du Nahdlatul Ulama, c'est-à-dire le réveil des oulémas, qui est la première plus grande organisation musulmane d'Indonésie de tradition, donc à la fois traditionnaliste et soufie. Et voilà ce que je peux te dire de Gusdur. Et il est devenu président alors qu'il était en train de perdre la vue, mais on dit qu'il voyait avec l'œil du cœur. Béatrice Gibelin. Oui, l'Indonésie, votre petit livre, il est petit par la taille, mais plein de charme pour nous faire naviguer parmi toutes ces îles. Et à vous lire sur ce syncrétisme, au fond, de l'islam indonésien, hein, qui est ce que vous appelez l'islam de l'archipel, islam soufi, comme vous venez de le rappeler, très, au fond, loin de toute radicalisation, plutôt capable d'intégrer des savoir-faire ou d'autres religions préexistantes. Et on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, c'est une réalité, qu'il y a une radicalisation qui se fait de l'islam aujourd'hui, et qu'on a au fond une évolution vers moins de tolérance, vers ceux qui ne seraient pas musulmans. 87% quand même de la population, quand on est 270 millions, ça fait vraiment beaucoup. Et moi, je m'interroge sur, on a eu la réélection effectivement de Jokowi, comme on l'appelle, mais qui a quand même pris comme ministre de la Défense quelqu'un qui est d'une composante, on va dire, plutôt radicale, d'un islam radical, peut-être pour des raisons politiciennes, mais néanmoins, il est là. Et est-ce qu'on n'est pas vers une radicalisation insidieuse qui s'installe déjà depuis de longues années, et qu'on peut voir dans le nombre de jeunes filles voilées ou de jeunes femmes voilées aujourd'hui? Comment tout ça peut évoluer? Est-ce que la solidité, si vous voulez, de la civilisation de l'Indonésie sera un bon antidote à cette radicalisation possible? Elisabeth Inandiak. D'abord, le ministre de la Défense, Prabowo, il est radical, mais on dit radical, c'était le gendre du dictateur, et donc il n'est absolument pas radical musulman. Il est totalement agnostique, je dirais, même si on ne peut pas être agnostique officiellement en Indonésie. Donc lui, il n'incarne pas le radicalisme, il incarne l'héritage de l'ancienne dictature, hein. Quant à la radicalisation de l'Indonésie, je ne sais pas si c'est plus radical, c'est plus pieux, faussement pieux. Et de toute façon, cette radicalisation, on la constate dans le monde entier. Enfin, cette tendance à mettre le religieux avant tout, on le constate en France, parmi les populations musulmanes de France, et c'est universel. C'est ce qu'on appelle quand même le wahhabisme. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le grand-père de Gusdur, il était allé à la Mecque en 1920 pour protester contre les premières infiltrations wahhabistes, non pas en Indonésie, mais en Arabie Saoudite même, quand ils ont voulu détruire les tombeaux même du prophète, etc. Et ils ont demandé que ça ne soit pas fait. Donc ça a été déjà, il y a très longtemps que ce wahhabisme existe, et qu'en Indonésie, il y a ces tensions entre cet islam, on dirait plutôt de tendance arabe, plutôt que radicale, hein, et l'islam nusantárien, comme on dit, qui épouse les cultures locales. Donc c'est un vieux conflit qui existe depuis des siècles en Indonésie. Il y a eu des affrontements, et donc aujourd'hui, il refait surface, effectivement, avec beaucoup de force, avec la mondialisation, etc., toutes ces questions. Et je dirais, oui, c'est plutôt du puritanisme. Voilà, puritanisme serait le mot juste. C'est vrai que de plus en plus de femmes musulmanes portent le voile. Il faut savoir que pendant la dictature, il était interdit, donc à la chute de la dictature, ça a été presque un mouvement de libération de pouvoir porter le voile pour certaines. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. C'est à la fois une mode
mode, mais aussi dans certains endroits, dans les campagnes surtout, où il y a de l'argent qui circule des salafistes pour inciter les femmes à porter le voile et on leur donne une petite somme chaque mois, voilà, si elles le portent. Donc il y a toutes sortes de tendances comme ça, mais il faut savoir qu'aux élections présidentielles et législatives d'il y a 2 ans, les partis islamistes ont pratiquement rien gagné, si vous voulez. Donc ça reste encore, heureusement, encore au niveau gouvernemental, etc., un pays pluriconfessionnel, disons, la laïcité à l'indonésienne. Hein. Lucille Schmitt. Oui, merci de ces premières explications politiques. Moi, je voulais revenir sur ce que vous nous racontez dans votre livre, Le chant de l'archipel, sur la relation des Indonésiens à la mer. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique. D'abord, sur le plan politique, vous racontez comment ils inventent le concept d'État archipel de 1957, mais il faudra attendre que les Nations Unies le reconnaissent seulement au début des années 80, et surtout qu'il a fallu décider de donner une existence à cet archipel, aux îles, île par île, qu'il ne suffisait pas de les dénombrer, qu'il fallait leur donner un nom. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette quête qui s'est passée, qui est en fait une espèce de quête, je trouve, d'identité nationale? Et puis une deuxième question qui est un peu dans le prolongement, par rapport à la relation à la mer, puisque vous nous dites aussi dans votre livre que les Indonésiens, notamment du temps de la dictature de Suharto, ont tourné le dos à la mer, avec toute la pratique des rizières, la paysannerie, etc., des semences qui n'étaient plus les semences d'origine. Comment est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent se réapproprier la mer? Est-ce que c'est un élément de puissance? Est-ce que ça a repris cette place après toute cette quête déjà pour nommer les îles, les dénombrer, etc. Elisabeth Inandiak. Oui, donc l'Indonésie a inventé le concept d'État archipel, comme vous le disiez, en 1900, dans les années 50. Et quand il a été accepté par les Nations Unies, beaucoup d'autres pays en ont bénéficié, hein, dont les grands pays comme le Japon, les Philippines, mais aussi des toutes petites petits pays voilà, insulaires. Donc, c'est-à-dire que l'eau fait partie intégrante du territoire. Donc, quand on donne la superficie de l'Indonésie, on compte l'eau entre chaque île. Hein, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas tant de kilomètres au niveau des côtes qui sont des eaux, et après on va dans les eaux territoriales, mais toute l'eau entre chacune des îles, même s'il y a 1000 kilomètres qui séparent une île à l'autre, du moment qu'elles sont toutes les deux indonésiennes, toute l'eau est territoire indonésien. Et ça vaut pour tous les pays qui ont bénéficié désormais de cet État archipel. Donc c'est un très très grand pas en avant pour tous ces pays, mais surtout c'est un concept très intéressant, comme quoi l'eau ne sépare pas, mais elle unit. Et elle est même plus, elle est la matrice. C'est-à-dire que pour les Indonésiens, leur pays, leur archipel est né de l'eau et il retournera à l'eau. Et les deux divinités qui dirigent l'Indonésie, qui règnent sur l'Indonésie, c'est la déesse des rizières, mais c'est souvent des rizières inondées, donc l'eau, et c'est Ratu Kidul, la déesse de la mer. Et ces deux mythes sont encore très, très vivants en Indonésie. Pour ce qui est de nommer les îles, effectivement, pendant des années et des années, à l'indépendance, il n'y a pas eu de ministère de la pêche ni de la mer, et à tel point que vraiment l'Indonésie avait effectivement tourné le dos à la mer et à son histoire très ancienne, archipélique, hein, c'est très très ancien, puisqu'il y a des royaumes, des grands royaumes du 7e, 8e siècle qui étaient des grandes puissances maritimes à l'époque. Et donc, j'ai même participé à une de ces expéditions, donc c'est Gusdur qui a fondé le premier département du ministère de la pêche et de la mer, et je suis partie avec ce ministère pour explorer et nommer des îles qui n'avaient pas de nom dans l'est de Kalimantan, c'est-à-dire la partie indonésienne de Bornéo. Et c'était vraiment comme les anciens explorateurs géographes chez nous au XVIIe qui partaient nommer des parties du monde. C'était extraordinaire. Donc maintenant, le décompte a été fait, mais il ne suffit pas de les compter, il faut les nommer et déposer les noms aux Nations Unies pour qu'elles soient bien reconnues et non pas après discuter quand elles sont frontalières avec d'autres pays tels que la Malaisie, par exemple. Cette déesse des rizières dont vous parlez, Devi Sri, si je prononce ça proprement, vous dites aussi qu'elle a fait l'objet de violentes attaques de la part d'une partie des musulmans
et notamment des musulmans les plus rigoristes, ceux qui trouvaient que, entre autres, sa tenue était indécente. Enfin, c'était une des bases de de leurs attaques. Est-ce qu'ils ont gagné finalement, ou est-ce que la déesse des rizières reste vraiment importante? Effectivement, il y avait un billet de je ne sais pas combien de milliers de roupies à l'époque, dans les années 50, où on voyait une statue des Huisseries, comme les déesses hindoues ou bouddhistes, avec la poitrine découverte. Mais les islamistes ne se sont jamais officiellement élevé compte. C'est une sorte de puritanisme qui n'est pas dit, qui fait qu'elle a un peu disparu. Mais la deuxième raison, et je pense que c'est plutôt la plus importante, c'est la soi-disant révolution verte, c'est-à-dire le tout pesticides et engrais chimiques qu'a lancé le dictateur Suharto au début des années 70. Et là, des Huisseries n'avaient plus sa place parce que voilà, c'était plus que des pesticides et la déesse a été chassée. À Bali, elle est encore très vivante et dans quelques régions de Java, à l'ouest, dans les montagnes, son culte est encore très, très vénéré. Mais voilà. Marc-Olivier Padis. Avec cette question de l'archipel, on voit bien qu'on a affaire à un espace très particulier qui est aussi un espace fragile. D'un point de vue écologique, il y a des risques d'inondation et Philippe l'a rappelé dans la présentation, il y a 127 volcans actifs sur l'ensemble des îles indonésiennes et je crois que vous-même vous habitez au pied d'un volcan et donc je me demandais comment est-ce que la population en Indonésie vit avec cette fragilité écologique permanente. Elisabeth Inordiac. Oui, les Indonésiens savent que leur archipel est né de la mer et donc d'éruptions volcaniques, de volcans qui ont surgi de la mer et qui vont disparaître. Il y a des volcans sous-marins en plus, en dehors des 127 volcans terriens. Il y en a, je ne sais pas combien, ils n'ont jamais été dénombrés sous terre. C'est ce qui provoque aussi des fois des tsunamis un peu invisibles et imprévisibles. Et donc les gens, je trouve que c'est là où est l'enchantement de ce pays, c'est qu'ils vivent vraiment avec cette sentiment d'impermanence totale, tout le temps, que tout est toujours en train de changer. Le paysage, tout est mobile, changeant, et les volcans même, je dirais, qui flottent sur l'océan et ils bougent, et cette mobilité, cette flexibilité fait qu'ils ont, on appelle ça de la résilience chez nous, mais c'est plus que de la résilience, ça fait partie de savoir qu'on est impermanent. Et donc, les catastrophes naturelles sont à la fois vues comme des catastrophes, mais aussi comme une bénédiction, parce que les volcans en particulier fertilisent la terre. Effectivement, moi j'habite au pied d'un des volcans les plus actifs du monde, qui s'appelle le volcan Merapi, et en ce moment il est en état d'alerte 3, c'est-à-dire 4, c'est quand il faut vraiment sauver, prendre ses jambes à son cou. Et il y a eu une grosse éruption en 2010, j'y étais, mais on a l'habitude, et c'est des volcans qui sont très bien surveillés. Par contre, les séismes, les tsunamis, c'est plus problématique. Mais justement, le gouvernement indonésien aujourd'hui essaye de demander aux gens de se relier avec leurs traditions locales, qui avaient des récits qui permettaient aussi un peu de savoir quelle attitude avoir quand il y avait par exemple un tsunami qui arrivait. Il y avait des mantras, etc., et qui disaient quand la terre tremble et que la mer monte, court sur la montagne. C'était des vieux mantras qui ont fonctionné dans certaines îles où ils en ont gardé le souvenir. Et donc, il est utile aujourd'hui de réveiller ces récits. Et ces récits, d'ailleurs, magiques, qu'on pense magiques, sont réveillés actuellement pour faire face à la pandémie. Et ça n'empêche pas les gens de mourir du Covid, mais ça permet aux gens de garder une bonne attitude et de ne pas être plein de hargne et de colère. Béatrice Gibelin. Oui, moi, je voudrais venir sur une situation un peu plus géopolitique. Philippe a rappelé combien l'Indonésie était désormais une puissance qui compte dans l'Asie du Sud-Est, puisque c'est le premier pays, et par sa population, son PIB, et qu'on pense que ce sera une des puissances très importantes dans un avenir pas si lointain. Et ça pose la question des rapports avec la Chine. On sait très bien que l'Indonésie, avec d'autres États comme la Corée du Sud, le Japon et la Thaïlande, le Cambodge et tout ça, viennent de rentrer dans une grande association économique avec la Chine.
qui va être bien sûr le poids lourd de cette association, mais on peut difficilement s'en passer, on est obligé d'en tenir compte. Néanmoins, les relations, j'allais dire sur un plan géopolitique avec la Chine, sont tout au moins problématiques, puisque les Chinois pêchent dans les eaux indonésiennes, y compris avec des escortes militaires à leurs bateaux de pêche. C'est donc une situation de forte tension. On a aussi j'allais dire, une hégémonie chinoise qui compte s'exercer sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Comment ça se passe? Parce qu'on a aussi des Chinois très présents en Indonésie et qui jouent un rôle, la diaspora chinoise est extrêmement importante dans le développement économique de l'Indonésie. Comment tout ceci se passe et quelles tensions on peut avoir, ou au contraire, comment on arrive à gérer ces relations avec ce grand voisin un peu envahissant? Elisabeth Inandiak. Oui, bah, c'est des tensions historiques très anciennes, puisque en Indonésie, il y a très souvent eu des pogroms contre la communauté chinoise, qui étaient avivées un petit peu à l'époque coloniale par les Hollandais, hein, qui régnaient en divisant. Mais après, la dernière en date, c'était à la chute de la dictature, où justement, la dictature, pour essayer de sauver, de détourner l'attention, a essayé de détourner donc l'attention sur les Chinois et la haine des Chinois, et ça a marché pendant quelques jours, puisque à Jakarta, la population, certaines citoyens se sont jetés et ont brûlé, saccagé les maisons chinoises et ont violé certaines femmes chinoises. Ça a été extrêmement tragique. Donc, ce n'est pas nouveau comme phénomène. Donc, il y a ce rapport comme ça de penser que les Chinois sont un petit peu ceux qui dominent le pays économiquement. Et en même temps, il y a cette grande alliance que Jokowi a renforcée là, avec la Chine depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il fait plus de charme à la Chine qu'aux États-Unis. Bon, pendant l'ère, la présidence de Trump, c'était compréhensible. Maintenant, il essaye de jouer, de rétablir un équilibre, mais je trouve que le grand absent dans cette histoire, c'est l'Inde. L'Inde devait faire partie, après ce que j'ai compris, de ce grand Regional Comprehensive Economic Partnership là, qui a été signé récemment, et elle s'en est retirée en s'apercevant, paraît-il, que la Chine aurait beaucoup trop de pouvoir. Mais c'est bien dommage, parce que l'héritage culturel, historique de l'Indonésie avec l'Inde, ça ne s'appelle pas pour rien Indonésie, est immense. Et il y a pratiquement très, très peu de relations. Il n'y a même pas de vol direct entre Jakarta et Delhi. C'est incroyable. Voilà. Et je pense que si l'Indonésie faisait plus d'alliances avec l'Inde, ça permettrait de contrebalancer cette hégémonie chinoise oui, assez problématique quand même. Lucille Schmitt. Oui, quand on lit votre livre, on est frappé d'une espèce de tension. Il y a des descriptions absolument magnifiques sur, par exemple, ce bateau qui s'appelle le Ngapulu, qui va traverser 3 fuseaux horaires avec 2000 personnes à bord, et qui est une espèce de précipité, de condensé de ce qu'est la société indonésienne, c'est-à-dire dans sa diversité, dans sa gaieté, dans sa capacité à coexister, y compris dans des espaces qui sont exigus, dans la beauté des îles et des noms aussi, il y a un chatoiement de la langue. Et à côté de ça, comme le rappelait Béatrice, il y a cette espèce de tension autour de, ou ce que vous disiez vous-même, sur le puritanisme religieux qui gagne. Et cette tension entre une société aussi où on sent qu'il y a des artistes plasticiens, d'ailleurs vous interrogez l'un d'eux dans votre livre, Eri Dono, qui dit des choses très belles et assez politiques. Et puis il y a des grands écrivains. Comment est-ce qu'on peut imaginer que va évoluer cette tension entre cette forme de puritanisme qui évidemment joue un rôle politique important dans les élections? C'est une très grande démocratie, on dit donc 270 millions d'habitants, peut-être 300 millions en 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut gagner? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez aussi par rapport à cette espèce de quête de l'harmonie, de quête de respect de la diversité, mais qui est quand même mis à mal, y compris par un certain nombre de violences depuis quelques mois? Elisabeth Inandiak.
Il ne faut pas oublier que les violences, elles ont existé parce que pendant la dictature, les 30 années, 30 années de la dictature, 32 années de la dictature, il y a eu beaucoup plus de violences. Il y a eu plus d'1 million de morts, on pense, au moment du coup d'État. Et puis, l'annexion, l'invasion du Timor-Leste, 300 000 morts. Et puis, dans les exactions partout, à Aceh, au nord de Sumatra, etc. Ça a été d'une violence inouïe. Donc, finalement, ce qui se passe actuellement, même avec l'islam, quelques attentats, c'est très peu, les violences, par rapport à ces 32 années de dictature, si vous voulez. Donc, il faut aussi relativiser, mais c'est vrai qu'il y a un fondamentalisme religieux qui s'installe, une sorte de… et qui est très inquiétant d'une certaine manière. Le gouvernement y répond parfois avec assez de subtilité en encourageant la diversité culturelle, de renouer avec les langues locales, donc il y en a plus de 600, et plutôt que d'affronter cette religiosité, cette radicalisation, il essaie d'y répondre indirectement en encourageant justement le renouveau des traditions locales et tout ça, parce que là, on revient dans un islam justement proprement nussantarien, comme on dit. Donc, mais je ne peux pas prédire, c'est très difficile. J'espère, j'aime beaucoup ce pays, c'est mon pays, maintenant ça fait 30 ans que j'y vis, j'espère qu'il ne tombera pas dans le fondamentalisme, mais qui peut prévoir. Mais vous insistez beaucoup sur la tradition soufie. Vous expliquez combien l'islam indonésien vient du soufisme. Ça, c'est quelque chose de très intéressant dans le livre. Oui, il est arrivé par les marchands, c'est pas arrivé par la guerre, hein. Il n'y a pas eu de conquête islamique, donc à l'origine, mais maintenant ce wahhabisme, ce salafisme, il se répand partout dans le monde, cette mentalité, si vous voulez. Donc l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman du monde, n'y échappe pas. Et il faut espérer, en ce moment, il manque d'un Gus Dur, c'est-à-dire d'un vrai penseur sage musulman qui serait, il n'y a pas de figure. Et celui qui vient de rentrer d'Arabie Saoudite, la Rizik Shihab, qui est le chef du front de défense de l'islam, il s'est enfoui parce qu'il était accusé de plusieurs crimes, dont pornographiques même, puisqu'il y avait une vidéo avec sa petite amie nue dans une salle de bain qui a circulé sur les réseaux sociaux, et il s'est sauvé en Arabie Saoudite. Il est resté 3 ans et là il est revenu de façon triomphale. Il est actuellement accusé d'avoir propagé le Covid, puisqu'il a fait des grands rassemblements. Il a marié sa fille dès son arrivée. Il y avait des milliers de personnes sans aucune protection ni distanciation sociale. Et si vous voulez, on faisait remarquer qu'effectivement, il était adulé par cette tendance islamiste, parce qu'il n'y a pas en ce moment de figure emblématique de l'islam qui pourrait modérer tout ça. Donc ça c'est un petit peu inquiétant, effectivement. C'est peut-être le moment de parler du terrorisme, de rappeler les attaques à Bali en 2002 et en 2005, et de vous demander quelles sont les causes, quelles sont les répercussions de ce terrorisme et en quoi son idéologie diffère-t-elle, si elle diffère, de celui que nous connaissons en Europe. Elisabeth Inandiak. Je pense que c'est le même, hein. C'est l'idée de faire un califat transnational, donc rien ne les arrête. Et bon, il faut savoir que ces attentats, vous voyez, ils sont quand même anciens. Ça fait presque 20 ans qu'il n'y a pas eu un attentat majeur en Indonésie. Il y en a eu ici et là quelques attentats. Dernièrement, il y a eu 4 chrétiens qui ont été décapités, 2 décapités, 2 brûlés au célèbre centre. Mais en fait, c'est plutôt un groupe finalement, oui, islamiste, mais ils sont 12 cachés dans la forêt. Vous voyez, on pourrait presque dire que c'est des bandits de grand chemin qui essayent de faire triompher, mais ils se revendiquent de Daesh pour y mettre leurs méfaits sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour continuer à exister et avoir des appuis financiers. Donc, la violence islamiste n'est pas ce qu'il y a de plus inquiétant en ce moment en Indonésie, c'est plutôt ce conformisme, cette mentalité orthodoxe, dans le mauvais sens du terme, qui s'installe, moraliste. C'est ça qui est plus inquiétant que la violence terroriste, même si elle est toujours un petit peu présente. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais revenir sur les caractéristiques de cet État archipel et comment
et gérer les différences, par exemple, de densité de population. On sait très bien que Jakarta est une très, très grosse agglomération avec des embouteillages monstres et que dans quelque temps, ce sera peut-être la première agglomération du monde devant même celle de Tokyo. Il y avait toute une période de politique de ce qu'on appelait les transmigrations, où on incitait les paysans et la population à aller s'installer dans des îles qui étaient très très peu peuplées et pour les mettre en valeur, pour cultiver l'huile de palme, entre autres, qui a pu susciter des réactions, on va dire, des écologistes contre la déforestation massive. Comment ça se passe là en ce moment? Est-ce que cette politique de transmigration a donné de bons résultats? Est-ce que ces populations se sont fait bien accepter? Parce que c'est peut-être un seul État, mais c'est quand même une très grande mosaïque de peuples, de langues et d'une grande diversité. Où on en est sur cette question? Elisabeth Inandiak. Ben, les réponses sont aussi diverses que l'est le pays. Par exemple, donc la politique de transmigration à proprement parler a cessé, enfin, de façon organisée vraiment par le gouvernement. Hein. Ce sont aussi les années de la dictature qu'avait organisé ce système de transmigration, bon, qui n'était pas forcé. Hein. Les gens partaient et avaient un lopin de terre en arrivant et une aide économique pour le temps qu'ils développent des plantations. Où ça s'est plutôt bien passé, c'est dans le sud de Sumatra, dans la région de Lampung, où beaucoup de Javanais, donc c'est essentiellement les Javanais qui sont partis parce que Java est surpeuplé, et certains Balinais et aussi des gens de Madura, qui est une île entre Java et Bali et qui est extrêmement aride. Et là où ça s'est très mal passé, on s'en souvient, c'était au début des années 2000, je crois. Il y a des Madurais qui avaient transmigré à Bornéo, à Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo, et ils se sont heurtés aux Dayak. Et les Madurais passent pour de fiers combattants, mais ils ont trouvé plus fort qu'eux parce que les Kayaks, à ce moment-là, ont retrouvé leur ancienne tradition de coupeur de tête. Et ça avait été absolument effrayant ce qui s'est produit. Donc, si vous voulez, il y a des endroits où ça s'est plutôt bien passé, et puis d'autres mal, quoi, avec des populations qui n'ont pas accepté. En plus, souvent, c'est les populations musulmanes qui viennent dans des régions qui sont à Lampung, Sumatra, c'est pas le cas, mais à Kalimantan, voilà, c'est aussi des affrontements, des désaccords religieux. Les Dayaks mangent du cochon sauvage, les Madurais non, etc. Donc c'est assez complexe, mais bon. Finalement, à la chute de la dictature, on prédisait que l'Indonésie allait éclater. On pensait que c'était la dictature qui tenait toutes ces îles ensemble, parce qu'on ne comprend pas que c'est la mer qui unit les îles, c'est pas une dictature. Et finalement, la seule région qui s'est détachée, c'était légitime, c'était Timor, le Timor oriental, parce qu'il a été colonisé et il y a eu un référendum qui leur a donné l'indépendance. Donc, finalement, l'Indonésie continue à tenir sous une démocratie, donc c'est plutôt un bon signe. Marc-Olivier Padis. À propos de cette ville, donc la capitale, Jakarta, qui devient absolument gigantesque, il y a un projet annoncé par le président indonésien de déplacer cette capitale à Kalimantan, justement dans une autre île à plus de 1000 km de là. C'est le type de projet qui rappelle un peu Brasilia à l'époque du développement économique très fort du Brésil, qui semble un peu hors d'âge vu d'Europe en tout cas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce projet? Elisabeth. Ce projet a eu ses détracteurs et des gens qui ont été favorables. Les détracteurs disaient qu'on allait déplacer les problèmes de pollution, d'environnement de la capitale à Kalimantan et créer une catastrophe environnementale là-bas. Mais en fait, la catastrophe, elle y est déjà à Kalimantan. Hein. Il y a des mines partout, des mines de charbon qui détruisent tout, les plantations de palmiers à l'huile, etc., la déforestation. Donc, est-ce que ça
fera plus de dégâts à voir. Mais par contre, je trouve ça quand même extrêmement courageux, et d'autres observateurs indonésiens aussi, d'avoir cette idée de déplacer la capitale, parce que Jakarta est engorgée. C'est la capitale économique, la capitale politique, c'est un port. Et donc, de dire qu'il faut aussi, c'est une vision quand même politique intéressante, de recentrer la capitale au centre. Et l'endroit choisi est effectivement, quand on regarde, le centre de l'archipel. Et ça permettrait aux îles de l'Est de l'Indonésie, qui sont un peu sous-développées, de se développer, d'avoir une nouvelle dynamique économique. Donc, stratégiquement, c'est plutôt bien vu et intelligent. En plus, c'est sur un site qui était le plus vieux site, la plus ancienne capitale royaume hindou au 4e, 5e siècle. Je crois qu'on a trouvé des traces, pour l'instant répertoriées en Indonésie. Donc, comme par hasard, il y avait une grande capitale et un grand royaume à cet endroit autrefois. Donc, ça fait plutôt sens. Mais il y a d'énormes problèmes, parce qu'il y a des populations de cet ancien royaume qui ressortent des vieux certificats en disant que c'était nos terres, qui sont désormais musulmans, qui sont plus hindous. Il y a des Dayaks qui disent que c'était leur terre coutumière, etc. Il y a des revendications territoriales. Donc, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et je ne sais pas où ça en est actuellement avec le Covid. Tout a été un peu mis en suspens. Alors, je délaisse les questions plus politiques, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette pratique de l'errance dont vous parlez dans votre livre, cette espèce de pèlerinage qui traverse Java? Ah oui, c'est extraordinaire. Ça s'appelle, on dit kelana, ou il y a plusieurs mots pour dire cette errance, mais c'est une tradition. Moi, j'ai plusieurs amis indonésiens qui l'ont fait. C'est très ancien. Quand on commence à avoir un problème, soit familial, soit de cœur, soit ou juste pour trouver son identité intérieure, on part, on se met à marcher de la ville où on habite, on va à la capitale ou dans l'autre sens, donc on parcourt à peu près 1000 kilomètres à pied, et la consigne, c'est aujourd'hui de prendre aucun argent, ni son téléphone portable, ni sac, et on doit vivre uniquement de mendicité, ou plutôt de la générosité, et les gens qui vous accueillent. Il faut savoir qu'on dort très facilement dans les mosquées en Indonésie, donc en général les gens dorment dans les mosquées, et on met des jours et des jours, et c'est ce qui forme le caractère et qui permet de trouver ça enlève le stress pour les gens, les urbains, ça permet de trouver son moi intérieur, de comprendre ce qu'est la vie, d'être complètement démuni. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a une autre forme, donc la plus grande errance, justement, c'est celle qui existe dans un livre dont j'ai réécrit et recomposé un œuvre, qui est la grande épopée de Java, qui s'appelle le livre de Centini, Les chants de l'île à dormir debout. Et là, c'est une errance où les héros errent pendant 4000 pages, à pied aussi, évidemment, à l'époque, c'était le XVIIe siècle. Donc, cette errance est très ancienne. Et il y a un nouveau type d'errance aujourd'hui qui s'appelle merantau. Ça, c'est un mot qui vient de l'ethnie Minangkabau à Sumatra Ouest, et qui veut dire aller outre-mer, si vous voulez. Outre-mer, c'est aller sur une autre île. Et c'est les hommes, parce que c'est une société matrilinéaire, donc les hommes partent et vont chercher l'aventure, aussi bien commerciale, mais aussi physique, sur d'autres îles. Et c'est sur ces bateaux, on voit beaucoup de gens, on emploie ce mot merantau, on va outre-mer, mais outre-mer, c'est toujours l'Indonésie. Lucille Schmitt. Oui, je trouve que ce serait intéressant de revenir sur ce personnage de Joko Widodo, là, surnommé, donc vous nous le disiez, Jokowi, ou Jokowi, je ne sais pas, par les Indonésiens, qui donc a été réélu pour un deuxième mandat, qui aujourd'hui est l'homme du compromis, de la recherche de l'équilibre. Et ce qu'on ressent à travers ce que vous nous racontez de l'Indonésie, c'est qu'il se sert avec subtilité du retour à la culture, qu'il sait utiliser l'histoire pour, au fond, faire cohabiter des personnes qui peuvent avoir cette diversité. Est-ce que vous pensez qu'il est... Enfin, pouvez-vous nous parler de Jokowi, en fait? Pouvez-vous nous raconter un peu son parcours? Où est-ce qu'il en est et comment vous le voyez évoluer, même si on a bien compris que la boule de cristal, ce n'était pas possible? Elisabeth Inandiak. Alors, Joko Widodo, qu'on appelle Jokowi, les gens aiment toujours les surnoms en Indonésie, il faut faire court, et donc et affectueux. Donc, Jokowi, il est né à
Surabaya ou à Solo, au centre de Java. Et il était d'une famille très pauvre. Il a même été déplacé. Il habitait dans des, enfin, il était un petit peu presque un homme très pauvre qui était dans des bidonvilles. Et puis il est devenu fabricant de meubles, exportateur de meubles, et il a été élu maire de la ville de Surakarta, pardon. Voilà, Surabaya c'est à l'est et Surakarta, où on dit Solo aussi. Et dans les années, je ne sais plus, jusqu'en 2010. Et puis après, très rapidement, il a fait une ascension fulgurante puisqu'il a été élu maire de Jakarta et il est resté 2 ans maire et il s'est propulsé comme candidat aux élections présidentielles et contre toute attente, il a été élu. Donc c'est une ascension assez fulgurante. Il brisait quand même toute la tradition politique indonésienne puisqu'il venait pas d'une famille noble ni riche, mais enfin il était quand même javanais et du centre de Java, donc c'est là que viennent pratiquement tous les leaders indonésiens. Donc la diversité au niveau dirigeant reste encore très très javanocentriste et c'est un problème aussi vis-à-vis des autres ethnies et des autres îles. Donc aujourd'hui, autant on était tous les jeunes Indonésiens et les intellectuels et les artistes soutenaient Jokowi au moment de son premier mandat. Les chanteurs de hip-hop faisaient des hymnes. Enfin, il a organisé la veille de son élection un immense concert dans le grand stade de Jakarta. Enfin, c'était de musique rock. Enfin, c'était extraordinaire. On était tous très, très emballés par lui. Mais son deuxième mandat est devenu très autoritaire. Il a une obsession de faire avancer les investissements en Indonésie, les infrastructures au détriment de l'environnement et des travailleurs, et donc il met des lois extrêmement autoritaires qui souvent essayent de museler les contestataires, etc. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer. En tout cas, il reste quand même très très aimé par la population. Béatrice Gibelin. Oui, moi, justement, avec ce que vous venez de dire sur l'évolution de Jokowi sur son deuxième mandat, que deviennent les 5 principes du Pankalissa, c'est-à-dire la croyance en Dieu, l'humanisme, le nationalisme, démocratie et justice sociale, tels que les avait définis le président Sukarno? Est-ce que ça reste vraiment la clé de voûte de la société indonésienne aujourd'hui? Elisabeth Inandiak. Oui, le pancha-sila, donc ces 2 mots javanais mais sanskrit. Un pancha, c'est 5, même en sanskrit, et sila, c'est la conduite, l'éthique. Donc, c'est les 5 piliers éthiques. Et donc, le Sukarno a eu un génie dans cette constitution parce qu'il a mêlé aussi bien des concepts hindous, bouddhistes, occidentaux, musulmans. Enfin, c'est brillant. Et donc, ces 5 principes sont fondateurs et donc ce n'est pas une république musulmane, l'Indonésie. C'est donc ces 5 principes, ce pluralisme religieux presque laïque, puisqu'il y a quand même une séparation du religieux et de l'État. Mais sous la dictature, ce principe, ce Panchasila, a été détourné comme une idéologie d'État par le dictateur Suharto, et donc ça s'est été dévalorisé. Il utilisait ça comme il a utilisé la mystique javanaise pour faire triompher ses idées et museler le pays. Donc, à la chute de la dictature, il a fallu réhabiliter ce Panchasila, et par contre, les islamistes ont saisi cette occasion, comme il était dévalorisé, pour le rejeter en disant c'est plus valable, nous on veut un califat, on veut, etc. Donc, il y a eu toute une entreprise depuis la chute de la dictature de réhabiliter les 5 principes de la Constitution qui sont garants d'une Indonésie qui ne serait pas un État musulman. Et donc, la devise, c'est Bhinneka Tunggal Ika, c'est-à-dire, c'est pareil, ce sont encore 3 mots sanscrits qui veut dire l'univers, un et uni, un et divers, voilà. Donc c'est vraiment le principe fondateur que conteste justement l'idéologie islamiste. C'est ça qu'ils veulent détruire. Marc-Olivier Padis. Justement, je voudrais poursuivre sur cette question de l'unité et de la diversité. À propos des langues, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait 600 langues locales dans cet archipel.
Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut unifier un espace aussi divers avec ses origines, cette histoire très ancienne aussi, ses religions. Et dans les années 1920, quand les nationalistes indonésiens ont lutté contre la colonie hollandaise, ils ont cherché une langue qui pouvait unifier cet archipel et ils ont choisi le malais en abandonnant la langue javanaise, ce qui semble assez incroyable. Vous avez parlé du livre de Centini tout à l'heure, dont vous avez restitué une version française qui était le trésor de la langue javanaise, mais cette langue est en train de disparaître aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer comment une telle chose est possible? Et d'autre part, on n'a pas tellement parlé finalement de cette colonie hollandaise. Est-ce qu'il reste des traces aujourd'hui de cette domination hollandaise qui a quand même duré assez longtemps? Elisabeth Inandiak. Les... Est-ce que je peux juste ajouter une chose? Qu'est-ce que c'est la particularité du colonialisme néerlandais? Donc l'Indonésie a été une des plus longues colonies, hein, ça a duré 4 ou 5 siècles. Les Hollandais sont arrivés assez tôt, vers 1600, même avant. Et une de leurs particularités, ça a quand même été les cultures forcées, hein, donc les plantations de palmiers à huile, ça a été précédé par des cultures forcées de production qui ont créé des famines sous la colonisation parce qu'il fallait planter du sucre, de la canne à sucre, etc. Et les gens ne pouvaient plus se nourrir. Donc ça a été un peu la spécificité des Hollandais. Et les Hollandais, on sait comment ils ont instauré l'apartheid en Afrique du Sud. Et ben, ils ont instauré une sorte d'apartheid justement entre les communautés chinoises, hein, en les opposant aux indigènes, entre guillemets. Et ils n'ont pas du tout transmis leur langue, ils n'ont pas créé d'école, juste très tardivement, mais je dirais peut-être que ça a été une chance pour l'Indonésie. De toute façon, les Indonésiens ne pouvaient absolument pas penser que leurs ancêtres étaient hollandais, c'était pas possible, c'était des géants blancs, pour eux c'était vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine, donc ils se sont toujours tenus à distance assez ironique. Et le livre de Centini justement, dont j'ai recomposé une version française et puis indonésienne également, c'est très intéressant parce que ça se passe en pleine colonisation hollandaise. Pendant 4000 pages, les héros javanais errent dans tout Java et on ne voit pas un Hollandais, il n'y a pas un mot de Hollandais, ils sont absents. Et je dis que c'est la plus grande résistance qu'on puisse faire face à la colonisation, c'est les ignorer. Et je pourrais dire que oui, les Indonésiens ont assez splendidement ignoré leurs colonisateurs en les ayant quand même combattus et mis dehors dès 1945. Pour revenir à la langue javanaise, c'est vrai que c'est une langue qui existe, qui est plus ancienne que le français, qui vient du sanskrit. Et ils ont des chefs-d'œuvre de littérature, de philosophie, de théologie depuis le 7e, 8e siècle. Et à l'indépendance, en 1920, quand déjà la jeunesse indonésienne réfléchissait à quelle langue utiliser pour unir toutes ces îles, ils ont opté pour le malais, qui est devenu l'indonésien, parce que finalement, elle existait déjà. C'était la langue qui était utilisée d'île en île, donc beaucoup de gens la parlaient. Un petit peu comme le latin chez nous dans l'Europe médiévale ou le phénicien à d'autres époques. Donc, ils ont eu cette intelligence, mais quand même, pour les Javanais qui représentaient les 2/3 de la population et encore aujourd'hui de l'archipel, c'était quand même, je dis, ils ont sacrifié leur langue contre un empire. C'est-à-dire qu'après, c'est devenu l'empire des Javanais sous la dictature de Suharto. Et ils ont pris une autre langue. C'est comme si, en faisant l'Empire romain, les Romains avaient abandonné le latin et avaient pris je ne sais quelle langue. Voilà. Donc, c'est assez extraordinaire, comme c'est un coup de force. Mais alors, du coup, la langue javanaise a totalement sombré dans l'oubli, alors que c'est une langue extrêmement riche. Mais aujourd'hui, justement, avec cette volonté de remettre de la multiplicité et d'empêcher la pensée unique
de l'islamisme de triompher, il y a cet encouragement au retour des langues locales, et il y a énormément d'initiatives et même de fonds qui sont consacrés à ce renouveau, et on le voit dans des tas de régions d'Indonésie. Et le javanais aussi, il y a des chanteurs de hip-hop qui utilisent le javanais, si vous voulez. C'est la jeunesse aussi, en utilisant les réseaux sociaux, utilise souvent, quand ils sont sur une île, leur propre langue pour s'envoyer des messages, par exemple. Vous voyez, c'est intéressant comment par la technologie moderne et les moyens comme les réseaux sociaux, il y a une sorte de renouveau aussi des langues locales, où on retrouve une identité. Donc, je ne sais pas, et il y a aussi une grande politique de faire des dictionnaires. Il y a eu comme des expéditions, comme pour nommer les îles, il y a des expéditions pour aller collecter les langues qui sont en train de mourir, et de rassembler et de faire des dictionnaires en ligne. Il y a énormément, si vous ouvrez sur Internet, il y a énormément de langues incroyables avec des lexiques, etc. Et tout le monde y participe. Et on essaye aussi de faire rentrer des mots des autres langues dans la langue indonésienne pour l'enrichir et pour sauver certaines vocables dans d'autres qui sont en train de mourir. Lucille Schmitt. Oui, on a abordé depuis le début de l'émission à plusieurs reprises la question écologique, aussi parce qu'on parle beaucoup de nature, de volcans, de mer, etc., et aussi de minerais précieux. Et en fait, je me demandais, on voit bien la préoccupation qu'on a ici en Occident par rapport aux feux, par exemple, qu'il y a eu l'année dernière, qui sont des feux comparables à ceux qu'il y a dans la forêt amazonienne. On sait que l'Indonésie, c'est aussi un poumon vert pour la planète. Comment est-ce que ça se passe du côté de la société indonésienne? Est-ce qu'il y a une préoccupation écologique? Est-ce que c'est quelque chose qui, au fond, vient des ONG occidentales? Comment est-ce qu'on réussit, en quelque sorte, à faire le lien entre une politique, vous disiez, d'attraction des investissements étrangers qui, en fait, consiste souvent à ravager l'environnement, et vous rappeliez les mobilisations pour les droits sociaux et pour la défense de l'environnement. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans la société indonésienne? Est-ce qu'il y a aussi le lien avec toute cette culture, cette histoire? Vous nous disiez qu'Indonésie, on dit tanah air, c'est-à-dire terre-eau. Il y a une présence de la nature très forte dans l'histoire, dans la culture. Comment est-ce que ça fait le lien avec la pensée de l'écologie dans la société indonésienne? Elisabeth Inandiak. Il y a beaucoup de mouvements écologiques en Indonésie, hein. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'ONG très importantes, très influentes, et les populations locales aussi en ont marre de voir la destruction de leurs forêts, et elles s'organisent. Mais bon, comme vous le savez, c'est très dur de lutter contre de très très grandes puissances financières et industrielles que sont les plantations et l'industrie agroalimentaire, hein. Donc c'est un combat. Donc c'est pas uniquement une pression occidentale. Là où je suis très critique, et d'autres en Indonésie, c'est sur cette d'avoir satanisé, je dirais, l'huile de palme. C'est pas l'huile de palme qui est un problème. C'est une huile extrêmement, pas plus mauvaise qu'une autre, mais plutôt meilleure que l'huile de soja, parce qu'il n'y a pas d'OGM. Mais le problème, c'est la déforestation et donc la corruption, si vous voulez. Donc, alors que les palmiers peuvent pousser sur des terres très, très ingrates, donc il suffirait de refaire un plan d'aménagement pour qu'on ne détruise pas les forêts. Mais c'est simplement l'avidité des producteurs qui préfèrent brûler par le feu, et c'est plus simple, ça va plus vite, etc. Donc, non, il y a une vraie pensée environnementaliste maintenant en Indonésie, des grands mouvements, et donc il faut espérer que petit à petit, il y ait des populations locales, les populations coutumières, comme on dit, qui relèvent du droit coutumier. Elles sont à peu près 40 millions hein, à habiter près des forêts, et il y a une alliance des communautés coutumières extrêmement bien organisées maintenant. Jokowi a promis et il a commencé à restituer des terres et des forêts coutumières à ces populations. C'est assez lent, mais donc à la fois il se passe des bonnes choses, mais en même temps l'agroalimentaire, etc., fait quand même de vrais ravages. Et les mines, hein, ça continue, et la tendance n'est pas vraiment à l'inversion pour l'instant, même s'il y a une conscience politique et écologique qui est vraiment très vive maintenant en Indonésie. Béatrice Gibelin. Moi, je voulais vous poser une question sur le patrimoine. Vous avez évoqué combien il y a un réveil, au fond,
pour sauver des langues, et je trouve ça tout à fait intéressant. Et qu'en est-il de la défense d'un patrimoine qui est très riche, puisque ce carrefour javanais, comme l'appelait Denis Lombard, a vu passer j'allais dire, tant de peuples, tant de civilisations, tant de religions. Il y a une sensibilité à la préservation du patrimoine ou des cultures locales, de tout ce savoir ancestral, d'après ce que vous nous dites, puisqu'on essaye même de le remettre, de le réveiller pour servir aujourd'hui à une adaptation face aux catastrophes naturelles ou autres. J'entends patrimoine au sens large du terme, pas seulement monument. Elisabeth Inandiak. Oui, moi, ce que j'observe, c'est vraiment un réveil de tous ces villages chaque village, même à Java, a son orchestre de gamelan, ses danses, ses mythes, sa culture. C'est une boîte de Pandore. Et ce n'est qu'à Java. Et sur toutes les îles, c'est ainsi, c'est sans fin. On ouvre toutes les boîtes. Et moi, je travaille beaucoup en ce moment avec un village à Sumatra, qui est un village, ils sont musulmans, mais ils sont sur le site le plus qui était la plus grande université bouddhiste du 7e au 13e siècle d'Asie du Sud-Est. Et ils sont en train de l'excaver extrêmement lentement parce que c'est gigantesque, c'est sur 4000 hectares. Et ces musulmans comprennent tout à ce site. Et on est en train de construire une maison des savoirs et des sagesses là-bas pour justement à la fois mettre en avant les sagesses locales, qui sont aussi bien les danses, les musiques, le savoir des plantes médicinales, les mantras, et aussi face aux bouddhistes, pèlerins bouddhistes qui arrivent du monde entier pour visiter le site, pour pas qu'il y ait de choc culturel, si vous voulez. Moi, je suis fascinée dans tellement d'endroits en Indonésie où je vais. Je suis allée jusqu'à Alors, il y a quelques mois, en bateau. Pareil, c'est une île, toute petite île où ils parlent 50 langues. Et dans chaque village, je suis restée 5 jours. J'avais la tête qui explosait tellement que chacun me raconte des mythes, des histoires, des choses mais extraordinaires, et des instruments de musique, et des façons de tisser telle natte. Mais c'est une diversité, les batiks et les motifs de chants, et tout ça n'est pas mort. Et je dis que l'Indonésie est encore un pays enchanté. Enchanté. Oui, il y a de l'enchantement, et beaucoup de gens le ressentent. Elisabeth Inandiak, c'est sur cette conclusion positive que nous allons vous remercier, en rappelant que votre livre s'intitule Indonésie, le chant de l'archipel, qu'il a paru aux éditions Nevikata. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à notre campagne de financement en se rendant sur l'onglet « Soutenez-nous » dans notre site. Je remercie ceux avec qui cette émission a été préparée, c'est-à-dire Sophie Jacquin avec Oscar Goeb. Je remercie Benoît Carré qui veille à notre qualité et qui fait en sorte que nos débats sont traduits dans ce compte-rendu analytique. Je remercie aussi Olivier Magloire qui veille sur les plateformes de financement, Nicolas Tourneau qui veille sur le site, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et je vous annonce que la semaine prochaine, la deuxième thématique, il y en aura 3, la semaine prochaine, notre deuxième thématique tâchera de tourner le dos à 2020 d'une manière un peu joyeuse, et donc qui dit un peu joyeuse, dit nécessairement en chanson. Elisabeth Inandiak, merci encore. Merci à vous tous et à la semaine prochaine pour un nouvel Esprit public.